14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On est tombé des nues. Il a toujours été discret, il a toujours été souriant. Il n'y a rien qui montrait qu'il aurait fait un crime aussi odieux, un chauffeur comme tous les autres. Un jeudi, il était à la machine à café, il était tout à fait normal, comme si de rien n'était. Il n'y a rien qui, dans son comportement, qui laissait penser que la veille, il avait tué une gamine. Bonjour, plus de 20 ans passés à enfouir ses propres démons en essayant de les tenir tranquilles jusqu'à ce qu'ils ressurgissent au printemps 2018 à la vue d'Angélique, 13 ans. Ainsi pourrait se résumer en quelques mots l'histoire de David Rameau, un prédateur en sommeil déguisé en Monsieur Tout-le-Monde qui avait déjà été condamné pour viol et agression sexuelle. Ce père de famille, récidiviste, obsédé par le viol, était depuis livré à lui-même, sans aucun suivi médical ni surveillance particulière. Il n'avait eu aucune injonction de soins à sa sortie de prison. Il était en quelque sorte une grenade dégoupillée, prête à exploser à tout moment. En ce mois de novembre 2021, Rameau a été condamné à la perpétuité. Ce drame épouvantable pouvait-il être évité ? Possible, nous en débattrons avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le dossier David Rameau, le nom de ce père de famille respectable et bien intégré dans une commune proche de Lille, va surgir au printemps 2018 autour de la disparition d'une jeune adolescente. Il est un peu plus de 16h ce mercredi 25 avril 2018 quand Angélique Six, 13 ans, son goûter dans une main, quitte à toute allure l'appartement familial dans un immeuble du quartier de l'Agrippin à Vambrochy, localité limitrophe de Lille. Le temps est au beau fixe et Angélique est pressée d'aller retrouver ses copines dans le jardin d'enfants au pied des habitations, un lieu paisible, sans danger, ici tout le monde se connaît. Mais cet après-midi-là, l'adolescente se retrouve seule dans le petit parc. Elle a son portable et ses écouteurs. On la voit faire quelques mouvements de danse et des pirouettes. Les heures passent et Angélique n'est pas rentrée. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Elle n'a jamais fugué. Son téléphone est sur messagerie. Les parents, Corinne et Frédéric, tout comme Anaïs, la sœur aînée, s'inquiète de la disparition de la cadette. La sûreté urbaine de Lille est alertée et recueille dans la soirée les premiers renseignements. Jeudi 26 avril, la police lance un appel à témoins pour la disparition inquiétante d'Angélique Six, 1m53, cheveux blonds, les yeux bleus, des taches de rousseur sur le visage. Des affiches sont placardées sur les vitrines par les commerçants, accrochées dans les kiosques à journaux. Une trentaine de policiers sont déployés sur le terrain. Ils inspectent les garages du quartier de l'Agrippin, font ouvrir les box, visitent les immeubles. Les pompiers sondent la Deule, la rivière qui traverse Vambrochy, mais rien. Les enquêteurs savent que le téléphone de l'adolescente a été coupé mercredi peu avant 17h. La dernière fois qu'il a borné, c'est non loin du domicile de la famille Six. L'appareil n'est pas localisable. Un chien de recherche parcourt 200 ou 300 mètres, mais s'arrête face aux immeubles. Il y a toujours du monde qui se balade ici dans le quartier. Ce n'est pas possible que personne n'ait rien vu, s'alarment les parents dans la Voie du Nord. Le vendredi 27 avril, Anaïs, la sœur aînée, lance un appel sur les réseaux sociaux. Des voisins et habitants de Vambrochy arpentent le quartier et les environs. Un témoignage capital parvient alors à la police, celui d'un jeune garçon. Il certifie avoir vu Angélique suivre un homme. Il le décrit, de taille moyenne, plutôt trapu, en short et en tongs. Angélique est partie avec lui sans la moindre hésitation, de toute évidence. Elle le connaissait. Samedi 27 avril, la police s'affaire sur ce témoignage. C'est sûrement un homme du quartier, un familier qui a emmené la jeune fille. Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, le FIJAIS, est consulté. Le nom d'un homme apparaît, un dénommé David Rameau, 45 ans, chauffeur de bus dans la métropole lilloise. Il a été condamné à 9 ans de prison pour 3 agressions sexuelles sous la menace d'un couteau et le viol d'une petite fille de 13 ans, le même âge qu'Angélique, en 1994. Depuis sa sortie de prison, il n'a plus jamais fait parler de lui. Il s'est marié, il a eu 2 fils. Les parents d'Angélique disent le connaître. Il a longtemps été leur voisin direct à Vambrochy, avant de déménager à un pâté de maison de chez eux, rue du Général Leclerc, pile à l'endroit où le chien pisteur avait perdu la trace de l'adolescente. L'interpellation de l'intéressé est programmée dans la soirée.
Et on va voir dans le chapitre suivant de l'heure du crime quelle va être l'attitude de cet homme qui a un passé chargé d'agresseurs sexuels. On va en savoir plus sur sa personnalité et sa trajectoire. Pour l'instant, on en revient à la disparition de la petite Angélique dans ce quartier de l'Agrippin. Et on en parle avec notre premier invité, avec vous, Franck Hanson. Bonjour. Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous. Merci beaucoup Franck d'être en direct dans l'heure du crime aujourd'hui. Vous êtes en direct depuis le bureau RTL de Lille et vous êtes d'ailleurs le patron de ce bureau de Lille, dans cette belle ville de Lille et dans cette formidable région. Alors il y a cette disparition d'Angélique. C'est toujours très traumatisant dans un quartier où finalement, je le disais, tout le monde se connaît. Oui, le quartier de l'Agrippin où habite Angélique et sa famille, c'est un quartier populaire, tranquille, des gens modestes, sans histoire, mais les gens ici sont assez soudés, solidaires. Et quand Angélique disparaît, tout de suite, il y a une inquiétude. Les parents sont tout de suite persuadé que ce n'est pas une fugue, c'est pas possible, ça lui correspond pas à cette petite fille décrite comme un rayon de soleil, quoi, une boule d'énergie toujours souriante. Oui, c'est une très jolie petite fille, une petite blonde, très mignonne, très éveillée, très tranquille, quoi, sans histoire. Et cette famille Six, Franck Hanson, c'est une famille modeste. Je crois que le père travaille pas, il est en arrêt de travail, etc. Il a des problèmes cardiaques. Oui, des gens simples, sans grands moyens, mais des gens sans histoire, bien intégrés dans ce quartier et qui connaissaient beaucoup de monde dans cet immeuble là, près de plusieurs résidences et des petits lotissements à quelques kilomètres, on va dire, du centre-ville, un peu à l'écart, mais avec un grand immeuble, des jardins, des squares pour les enfants. Bonjour Maître Audrey Jankelevitch. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocate de la famille d'Angélique Six et vous êtes avocate au barreau de Lille. On en parlait avec Franck Hanson. C'est une famille vraiment unie, les Six. Je crois que la sœur, Anaïs, qui va d'ailleurs tout de suite lancer les recherches, elle est très fusionnelle avec sa petite sœur. Très fusionnelle avec Angélique, au point même de partager la même chambre. Elles ont pourtant 7 ans d'écart, donc c'est pas commun. Les lits dans la chambre sont quasiment collés. Elle a dit d'elle que c'était sa confidente, que c'était sa meilleure amie. Elles sont très collées. C'est une famille, Franck Hanson l'a dit, simple, mais unie. Anaïs vient de trouver son premier travail. C'est une fête pour eux. Ils sont très très unis. Ouais. J'avais parlé d'eux comme d'un bloc. C'est vraiment ça. Oui, c'est ce que vous allez dire. Effectivement, c'est un bloc. Et d'ailleurs, dans ce quartier, on disait un mot avec Franck, tout le monde va faire bloc aussi également avec cette famille. Tout de suite, il va y avoir des témoignages, on va proposer de l'aide, etc. Il y a une vraie solidarité qui va s'installer. Oui, une vraie solidarité parce que ce sont des gens bien, que tout le monde apprécie. Angélique, c'est un petit soleil, elle est dans ce parc tout le temps, elle est adorable, elle porte les courses des autres. Et puis, on se demande ce qui a pu se passer. Et je pense que très vite, tout le monde pense qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Et c'est inquiétant aussi parce que c'est quelqu'un du quartier, a priori. Tout à fait, oui. Et donc ça, c'est inimaginable dans la tête de la population. Inimaginable. Et Corinne, la maman, va très vite dire Angélique n'a pas pu suivre quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc, très rapidement, on va se regarder les uns les autres et essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Oui, bien sûr. Bonjour, maître Éric Demey. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes, vous, l'avocat de David Rameau. David Rameau, à ce stade, au moment où nous parlons dans cette histoire, on est au tout début, il n'a pas été interpellé. Mais décrivez-nous un petit peu, maître Demey. C'est un homme qui est très bien intégré dans la vie publique à Vambrochy. Il est chauffeur de bus, c'est ça ? Oui, il est parfaitement intégré. Il n'y a aucune difficulté avec lui, effectivement. On ne peut pas se douter qu'il ait pu commettre quoi que ce soit à ce moment-là de l'histoire. Ouais. Et il participe à la vie de la cité, c'est ça ? On le connaît bien. Ah oui, il fait partie de plusieurs associations. Il est apprécié. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui diront de lui que c'était un ami en or. C'était quelqu'un qui était apprécié par son entourage. Oui,
Frank Hanson, vous confirmez cette vision-là? On ne sait pas encore trop ce qu'il a fait, puisque son passé, évidemment, on l'ignore à ce stade de l'enquête. Ça ne fait que ses collègues, démarrer. Ses collègues au dépôt de bus de Transpol, où il travaillait comme chauffeur de bus, ignoraient tout de son passé carcéral, de même que ses proches dans la commune de Vambrochy. David Rameau, oui, c'était quelqu'un de très intégré, qui était impliqué même dans la vie scolaire de ses enfants. Il a 2 enfants, 2 garçons, dont l'un qui a à peu près le même âge qu'Angélique. Très impliqué, quelqu'un qui est très dévoué, très serviable, disent les gens qui le connaissent à l'époque. Et alors, un mot, Franck, sur les recherches qui commencent là, parce que là on est au tout début, mais effectivement dans le quartier c'est l'ébullition. Très vite, des personnes vont se mobiliser. Vous l'avez dit, la grande sœur d'Angélique, Anaïs, a participé aux recherches. Il y a des affiches qui ont été faites, des fouilles qui sont entreprises, des battues. Les habitants participent. Tout le monde donne un petit peu son coup de main. Il y a des témoignages qui sont apportés. Il y a des fouilles qui sont faites aussi le long de la Deule. Vous savez, c'est le canal qui traverse, qui est pas très loin de Lille. Voilà, on est à quelques encablures du canal de la Deule. Donc peut-être qu'il y a pu y avoir un accident. On ne sait jamais. Il y a des fouilles qui sont entreprises à ce niveau-là aussi. Et puis il y a le témoignage d'un jeune garçon du quartier qui va faire basculer l'enquête. C'est un jeune garçon d'une dizaine d'années qui va affirmer avoir avoir aperçu Angélique partir avec un homme qui avait un short, des tongs. Elle semblait le suivre sans contrainte, disait-il à ce moment-là. Exactement, donc c'est un familier, quelqu'un qu'elle connaissait. Encore une question, Maître Audrey Jankelevitch, je rappelle que vous défendez la famille d'Angélique Six. Les Six, ils connaissent Rameau. Il a été leur voisin, c'est ça? Exactement, ça a été un voisin quelques étages du dessus pendant plusieurs années. Ils savent qu'il est conducteur de bus, ils savent que sa femme est présidente de l'association des parents d'élèves d'une école du quartier. Ils connaissent les enfants avec lesquels Angélique a parfois joué au parc. Ils n'ont pas de relation de proximité particulière, mais c'est pas des amis, c'est pas des intimes. Non, mais ils se connaissent, ils s'identifient sans difficulté. Et évidemment, pour eux, à ce stade, c'est inimaginable. Inimaginable. Et je vais même vous dire que pendant les recherches, le papa Frédéric va croiser David Rameau, puis ils vont se faire un signe. Il va lui sourire, lui dire bonjour. David Rameau va lui souhaiter bon courage, et puis Frédéric va continuer sa route sans jamais penser qu'il vient de saluer le meurtrier de sa fille. Une scène totalement hallucinante. Totalement glaçante avec le recul et dont Frédéric a du mal à oublier. Et on le comprend parce que avec Rameau, les apparences sont trompeuses. Le portrait convivial de David Rameau va voler un éclat dans les heures suivant son interpellation. Auteur d'un crime méthodique et implacable, 1 heure au cours de laquelle il n'a laissé aucune chance à sa victime. Samedi 28 avril 2018, en début de soirée, les policiers se présentent au dépôt Ilevia, la société de transport qui emploie David Rameau. Le chauffeur vient tout juste de terminer son service. Il n'est pas surpris quand on lui annonce qu'il est placé en garde à vue. Il sait très bien pourquoi on l'interpelle. Au commissariat, il paraît résigné. Laissez, je vais tout vous avouer, indique-t-il spontanément. C'est moi qui ai enlevé la petite Angélique. Je l'ai violée, je l'ai étranglée. Rameau est prêt à emmener les enquêteurs sur place. Dans la nuit de samedi à dimanche, le chauffeur de bus conduit ainsi la PJ de Lille à 6 km de Vambrochy, dans un bois du Quesnoy sur Deule. Les enquêteurs progressent dans l'obscurité sur un chemin qui s'appelle le chemin du loup. Dans l'obscurité et dans une végétation dense, ils aperçoivent un monticule de terre remuée. Rameau indique qu'après avoir tué Angélique, il a chargé le corps dans le coffre de sa voiture. Il a essayé de creuser le sol, mais celui-ci était trop dur. Il a jeté la pelle. Dans la lueur des torches électriques, le corps de l'adolescente finit par apparaître. Elle est totalement nue. Les légistes vont établir qu'elle a été violée. Elle porte de nombreuses traces de coups. Elle a été étranglée avec son pantalon. Lundi 30 avril, David Rameau arrive discrètement et sous bonne escorte au palais de justice de Lille. On le fait transiter par les sous-sols jusqu'au cabinet du juge d'instruction. Il est mis en examen pour meurtre, viol en récidive et séquestration d'une mineure de moins de 15 ans. Selon le récit fait aux enquêteurs et aux juges, Rameau raconte que le mercredi 25 avril, il était en congé. Il était seul dans son appartement. Son épouse était partie quelques jours avec les 2 garçons, 14 et 9 ans, pour les vacances de Pâques, chez une amie dans le sud. Leur couple n'allait plus très bien et avait des rapports intimes de plus en plus espacés.
Cet après-midi-là, il est parti à Lille dans un sex shop pour acheter un produit aphrodisiaque afin d'être en forme pour le retour de son épouse. Il est rentré chez lui, il a regardé un film comique, a bu des bières, s'est assoupi, puis s'est senti de plus en plus mal. Il est sorti, il a aperçu cette petite blonde qu'il connaît. Il a été soudain pris d'une excitation soudaine, une pulsion. Il a approché Angélique, qui le connaît bien, en lui demandant de l'accompagner chez lui. Il lui a dit qu'il avait quelque chose pour ses parents. L'adolescente ne s'est pas méfiée. Il l'a violée dans les toilettes, l'a étouffée car il savait qu'elle allait parler. Je ne voulais pas retourner en prison, dit-il. Il a ensuite fait les courses chez Auchan, comme si de rien n'était, pour le retour de sa famille, puis s'est débarrassé du corps. Alors que David Rameau est entre les mains de la justice, des roses blanches et des dessins d'enfants sont accrochés aux grilles du parc de la Grippin, là où jouait Angélique. Un grand portrait d'elle est affiché. Le procureur de la République de Lille, Thierry Poquet du Haut-Jussé, décrit les faits glaçants relatés par le suspect. Il est établi que Rameau a rédigé des lettres à l'intention de son épouse et de ses 2 fils. Il y évoque pêle-mêle des troubles et des pulsions, parle de sa vie qui est en désordre. Le 1er mai, 500 ballons sont lâchés lors d'une marche blanche. Samedi 5 mai, lors des obsèques d'Angélique, les 700 chaises de l'église Saint-Va sont occupées. 300 personnes sur le parvis. Gérald Darmanin représente le gouvernement. Rameau est un récidiviste. La polémique se dessine déjà. Et cette polémique, bien sûr, on va en parler dans les chapitres suivants de l'heure du crime. On retrouve en ligne dans l'heure du crime Maître Éric Demey. Maître Demey, je le rappelle, vous êtes l'avocat de David Rameau. Il fait très rapidement des aveux, votre client, devant les policiers et devant le juge. Immédiatement, en fait, il va reconnaître immédiatement, avant même qu'on essaye de démontrer sa culpabilité, avant toute démonstration de sa propre culpabilité, il va reconnaître tout de suite. Ce sera ses premiers mots lors de sa garde à vue. Quel est l'homme que vous allez croiser pour la première fois? Vous êtes alors commis d'office, vous allez le défendre, c'est le bâtonnier qui vous a désigné, comme de veut l'usage. Vous allez le défendre. Quel est l'homme que vous rencontrez, l'homme qui est en face de vous? Quel est votre premier sentiment? Quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un de complètement dépassé par ce qui lui arrive, quelqu'un d'apeuré, quelqu'un de sensible, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de meurtri, quelqu'un de perdu. Est-ce que vous avez le sentiment, maître, je vous pose la question très directement, qu'il joue la comédie, David Rameau? Non. Et si je vous pose cette question, c'est que il y a à la fois cet acte qui est épouvantable, et puis il y a ce détachement. Il va aller acheter une pelle, il va essayer des pelles dans une jardinerie, il va faire les courses pour sa famille. Donc on a l'impression qu'il y a un double personnage là qui est en train d'évoluer. C'est ça. Mais à aucun moment je n'ai eu le sentiment, et pendant à ce moment-là, et même après d'ailleurs, qu'il jouait un rôle. Il dit qu'il va mal, il est en train de se séparer de son épouse, c'est ça? Ça a été un peu exacerbé après, mais ça n'allait pas aussi mal que ça non plus. D'accord. C'était un passage un peu difficile, comme peuvent rencontrer certains couples, mais on n'était pas non plus à la limite de la rupture, ou voilà. C'était un moment un peu difficile, c'est tout. C'est important ce que vous dites, parce que c'est pas forcément ce qui a conditionné son passage à l'acte, si je puis dire. Non, je ne pense pas que ce soit ça qui... C'est pas le déclic. Non. C'est pas le déclic. Maître Audrey Jankelevitch, vous défendez l'avocate de la famille d'Angélique Six. On parlait avec votre confrère de David Rameau. Il y a eu une addiction au sexe chez lui qui n'a jamais cessé. C'est un récidiviste, il a déjà violé plus de 20 ans auparavant, mais ça n'a jamais cessé chez lui. Ça n'a jamais cessé. On découvre en fait quelqu'un qui a l'air d'être un bon père de famille, qui finalement a une consommation de pornographie et notamment de pédopornographie, en tout cas de pornographie d'adolescente, très très importante. Lui va expliquer dans ses auditions de garde à vue que c'était quotidien,
quasi quotidien. Et c'est là qu'on découvre qu'on a effectivement un conducteur de bus, bon père de famille, qui en fait est emprunt à des pulsions et des idées très très sombres. D'autant plus que lorsqu'on fait un petit peu son CV, on va revenir en arrière et puis on va avoir cette première victime violée à l'âge de 13 ans, donc le même âge que la petite Angélique. Cette victime, elle va parler, elle va dire que c'est pas si simple. À la fin, elle avait un couteau sous la gorge. C'est pas un viol simple, j'ai envie de dire. Extrêmement violent dans un espèce de terrain vague. Il va l'emmener. Ça va être un viol très dur et en plus effectivement accompagné de menaces, de violence. Et puis il a un couteau, comme à chaque fois qu'il essaie d'agresser une femme. Avant cette jeune fille, il a essayé d'en agresser 3 autres plus âgées. Et à chaque fois, il est muni d'un couteau. Donc il a pas sans doute l'intention peut-être de tuer déjà. On ne sait pas. Cas, il va pas passer à l'acte en tout cas. Enfin, il va pas tuer. Il ne va pas tuer, mais ce sont effectivement des viols et des agressions très très violentes. Maître Éric Demey, est-ce qu'il vous parle, votre client, lorsque vous le rencontrez, de ses antécédents judiciaires, je parle, de ce viol? On va l'évoquer, oui. Et comment vous le sentez à ce moment-là? Vous sentez quelqu'un de coincé il a reproduit un geste qu'il avait déjà fait et il est effondré pour ça? C'est le seul point sur lequel il va évoluer pendant ce procès, parce qu'au départ, en fait, il considérait que il avait eu la conviction d'être guéri des pulsions qui l'avaient amené à commettre ce crime il y a maintenant plus de 20 ans. Bien sûr, plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Franck Hanson, correspondant RTL à Lille. David Rameau, ça y est, son nom est sorti, son visage apparaît. C'est la consternation sur place. Oui, évidemment, c'est la stupeur, la colère, vous imaginez bien. On parlait tout à l'heure de son intégration dans ce quartier de Vambrechy. Les gens ignoraient complètement le passé de cet homme, passé de délinquant sexuel. Voilà, et ils le trouvent là aujourd'hui récidiviste, plus de 20 ans après. Il y a une vraie colère des habitants parce qu'ils se disent il aurait dû être suivi, il aurait dû être soigné, et il n'y a rien qui a été fait. Alors bon, évidemment, la législation a changé depuis, et il n'y avait pas d'obligation légale qui est un suivi dès sa sortie de prison, mais il y a forcément une colère, une inquiétude des habitants qui se disaient mais cet homme-là habitait à 2 pas de chez nous, c'était un violeur en puissance et on le savait pas en fait. Même ses collègues au dépôt de bus, ils disaient on lui a pas demandé de CV, de CV, il y avait pas de casier judiciaire non plus. Voilà, tout le monde ignorait, à part évidemment son épouse qui dit-elle alors ignorait les circonstances réelles de cette agression, mais à part son épouse, tout le monde dans son entourage proche ignorait son passé de délinquant sexuel. Maître Audrey Jankelevitch, avocate de la famille d'Angélique, on a l'impression d'avoir affaire un petit peu à un caméléon. C'est souvent le cas avec les criminels, mais là, c'est... Là particulièrement, parce que les faits qu'il a commis en 95 sont extrêmement violents, sont extrêmement graves, et on a le sentiment que la famille qui l'entoure, on a une connaissance plus ou moins précise, mais que tout le monde va avancer comme si de rien. Et puis pendant des années, on va continuer comme ça pour arriver à ce drame-là. David Rameau va retrouver la cour d'assises pour répondre du viol et de la mort d'Angélique Six, procès qui va se traduire par 4 jours d'horreur et de révélations quasiment insoutenables. Mardi 16 novembre 2021, David Rameau, 48 ans, apparaît dans la cour d'assises du Nord à Douai. L'ancien chauffeur de bus, pull noir, basket blanche, crâne dégarni, a beaucoup grossi. Son avocat, maître Éric Demey, indique que son client regrette d'avoir été submergé par cette pulsion. Il rappelle que pendant les 24 ans séparant ses passages à l'acte, il ne s'était rien passé de grave dans la vie de l'accusé. Je savais que ma conscience allait finir par me trahir, que j'allais tout avouer, soit à ma femme, soit aux policiers. Je voulais que leur fille ait une sépulture, dit-il d'une petite voix en s'adressant sans la regarder à la famille Six. La personnalité de l'accusé est examinée. Une enquêtrice décrit un homme qui dit avoir manqué d'affection dans son enfance, un garçon qui volait pour se faire remarquer. Son père, de 78 ans, affirme lui que son fils n'a manqué de rien. Est-ce qu'elle n'avait pas le droit de vivre, demande-t-il à son fils.
Je suis un monstre, répond David Rameau. Laetitia Rameau, son épouse, s'adresse directement au juré. Ne vous laissez pas avoir, c'est un manipulateur. Il m'a manipulé pendant 18 ans. Rameau lui aurait caché la vérité sur son premier viol, décrivant une soirée alcoolisée avec une fille qui faisait plus que son âge et qui était consentante. J'ai cru en sa version, répond l'épouse. Au fil des audiences, David Rameau va faire le récit du voyage en enfer vécu par la petite Angélique. Après l'avoir attirée chez lui, il dit l'avoir frappée pour l'empêcher de s'enfuir. Il a ôté la batterie de son portable pour éviter toute localisation. Il l'a enfermée dans les toilettes et lui a imposé une relation sexuelle. L'adolescente était épuisée, désorientée. Il lui a donné à boire, puis l'a étranglée en utilisant son pantalon. La présidente demande aux experts combien de temps a pu durer l'asphyxie. Entre 4 et 5 minutes. L'accusé confirme le temps pris par cette interminable mise à mort. J'ai compris que je ne pouvais pas la laisser partir, témoigne Rameau qui se serait affolé, mais pas au point d'aller après son crime dans une jardinerie pour essayer plusieurs pelles et choisir celle qu'il utilisera pour enterrer sa victime. Une cible fragile, admet Rameau lors du procès. Et on parlera dans le chapitre suivant de l'heure du crime d'un homme qui aurait dû être soigné après sa première condamnation, ce qui ne fut pas le cas. Pour le moment, je le disais, on regarde sa personnalité, on l'étudie à ce procès qui s'ouvre devant les assises. Rameau vient de le dire, la petite Angélique, c'était une cible facile. Maître Éric Demey, vous qui êtes sans doute la personne qui le connaît le mieux, David Rameau, vous l'avez entendu, vu, interviewé à plusieurs reprises. Que penser de ce qu'il dit quand il dit « je suis un monstre » ? C'est la manière qu'il a de se décrire, je ne sais pas quoi vous répondre. Et quand il raconte la manière dont il a commis les faits, dans quel état est-il à ce moment-là? C'est lui qui parle ou bien c'est une autre personne? On a toujours du mal avec Rameau à savoir qui parle. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait jamais... on ne sait pas qui il est vraiment, parce qu'effectivement, on a à peu près... on a une sorte de double personnalité, donc on ne sait jamais s'il est sincère ou pas, parce qu'on a parfois l'impression qu'il est spectateur des faits qu'il a commis. C'est ça. Et avant le procès, qu'est-ce qu'il vous raconte? Il vous dit « je suis prêt à tout entendre, je vais tout raconter ». Dans quel état d'esprit est-il? En fait, il est dans une volonté de rédemption. En fait, il cherche à être... d'ailleurs, les experts l'ont d'ailleurs signalé, il cherche à être puni, même à être puni très sévèrement, et il considère qu'effectivement, il se considère lui-même comme quelqu'un qui doit être détruit. Ah oui, à ce point-là, d'accord. Oui. La justice doit passer et doit l'éliminer, en quelque sorte. C'est ça. Franck Hanson, correspondant RTL à Lille, quelle est l'ambiance qui règne sur ce procès? Vous l'imaginez, c'est très pesant, c'est lourd, la famille est soudée au premier rang, il y a la maman qui tient le portrait souriant de la petite Angélique dans ses bras, une famille soudée qui se serre les coudes, le papa est à gauche de la maman, il y a la grande sœur qui met la main sur l'épaule de la maman, et puis ils font face à cet homme qui a une carrure un peu impressionnante, qui est dans son box, qui arrive tête baissée et qui d'emblée tout de suite lors des premières minutes de cette audience reconnaît et détaille les faits qui lui sont reprochés et c'est sordide, c'est horrible. Et détaille les faits, c'est important de le souligner. Maître Audrey Jankelevitch, avocate de la famille d'Angélique Six, évidemment vous êtes à ce procès, toute la famille Six est là, on ne leur épargne rien. Rien, il le savait, la confrontation avec David Rameau est terrible parce qu'il le voit arriver dans ce box et que dès les premières secondes, comme l'ont dit les autres intervenants, on va rentrer dans le sordide et ça va être comme ça pendant 4 jours, ça va être lourd. Ils ont été d'un courage assez rare, je pense. Vous les avez préparés un petit peu? Je les ai préparés beaucoup même, en tout cas du mieux que j'ai pu pendant 3 ans. Ils n'ont rien découvert et ça c'est très important au procès. Ils connaissaient les détails, ils savent l'enfer et le calvaire qu'a vécu leur fille.
Maintenant, de l'entendre dans la bouche du bourreau, c'est autre chose. Et ça, c'est très difficile de préparer quelqu'un à ça. Et c'est ça qui a été certainement le plus difficile pour eux. Il y a de la colère en eux ou il y a énormément de colère. De la haine. Énormément de colère, mais qu'ils ont eu la dignité de ne pas exprimer, parce qu'il était important pour eux que ce soit un débat serein, que tout puisse être dit, et que David Rameau s'exprime vraiment. Est-ce qu'il l'a vraiment fait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils souhaitaient eux, qu'ils disent qui il est vraiment. 4 jours de procès qui, au-delà de l'horreur, vont également souligner les errements de la justice autour du cas David Rameau, un homme condamné pour viol, mais qui va retrouver la liberté sans aucun suivi particulier. Les experts psy qui ont examiné David Rameau décrivent un individu atteint de troubles psychosexuels graves. Il relève chez lui un désir important de domination agressive et de soumission du sexe féminin, et ce depuis de longues années. En 1996, il avait été condamné à 9 ans de prison pour 3 agressions sexuelles sous la menace d'un couteau et le viol d'une adolescente. Il était sorti de prison en juillet 2000, sans aucune obligation de soins ni de suivi psychologique. Il va ensuite passer 24 ans en se tenant à carreau, demeurant toutefois animé de pulsions sexuelles secrètes, se masturbant quotidiennement. L'exploitation de son téléphone portable et de son ordinateur révèle la consultation de vidéos pédopornographiques et de vidéos de mauvais traitements et de viols. Sur le banc des parties civiles, on s'interroge sur le mystère Rameau. On croit difficilement que cet homme ait pu rester inactif pendant une vingtaine d'années, qu'il n'ait pas récidivé d'une manière ou d'une autre. Si David Rameau n'a pas fait l'objet d'injonctions thérapeutiques lors de son procès de 1996, c'est notamment parce que la loi qui le prévoit aujourd'hui n'existait pas à l'époque. La législation allait évoluer dans les années suivantes. Yves Crespin, président de l'association L'Enfant Bleu, partie civile, regrette cette absence de soins. On peut déplorer que lorsqu'il est libéré sous caution, aucune obligation de suivre un traitement, d'envisager une thérapie n'est prononcée. Selon lui, un suivi aurait pu lui permettre peut-être de prendre conscience de l'acte qu'il a commis, des failles qui existaient en lui. Le médecin psychiatre qu'il a interrogé note une absence de remise en question après sa première condamnation pour viol avec violence. Il évoque à son sujet une grande dangerosité criminologique qui mérite un suivi socio-judiciaire particulièrement strict et étroit. Maître Éric Demey en ligne depuis Lille dans l'heure du crime aujourd'hui. Vous êtes l'avocat de David Rameau. Je vous pose la question très directement et puis je la poserai ensuite à votre consoeur, Maître Audrey Jankelevitch. Est-ce qu'on aurait pu, avec un suivi médical et psychiatrique, éviter ce deuxième passage à l'acte qui s'est conclu également par le meurtre, cette fois, de la victime? En réalité, je n'en sais bien évidemment rien. Je pense que personne ne peut vraiment répondre à cette question. En revanche, il y a quand même un élément qui est important à relever, c'est que lors du premier procès, les faits qu'on lui reproche sont très graves, viol avec arme sur mineur de 15 ans, donc de 13 ans en l'occurrence, et le rapport psychiatrique de l'époque ne révèle rien. C'est-à-dire que selon les experts de l'époque, il n'y a aucune névrose constituée chez M. Rameau. Il n'y a aucun problème psychiatrique. Et donc, à l'époque, on n'a pas considéré, donc je pense que c'est une erreur à l'époque, clairement, mais on n'a pas considéré qu'il était d'une si grande dangerosité. Ouais. Alors c'est très important ce que vous dites, Maître Demey, parce que ça veut dire qu'il était indétectable finalement, et qu'il a continué peut-être à dissimuler certaines pulsions. Je ne sais pas s'il était indétectable. Moi, ça me paraît quand même un peu fou de dire qu'il était indétectable. Compte tenu de ce qu'on nous dit aujourd'hui sur sa personnalité, de nous dire que ça n'était pas détectable, vous en doutez. Ouais, vous en doutez, mais c'est... Ça me paraît étonnant. Maintenant, lors de l'audience, on est venu dire que peut-être que les experts n'ont pas voulu noircir le tableau parce qu'il était jeune et parce qu'on pouvait espérer quand même que les choses... Une rédemption, oui, bien sûr. Oui. Mais oui, puis les experts peuvent se tromper en matière judiciaire, ça se voit à peu près tous les jours. Maître Audrey Jankelevitch, je vous propose la même question. Ce suivi médical, psychiatrique, il a beaucoup manqué tout de même. Oui, après je pense que tout le problème de Rameau, c'est est-ce qu'il avait envie, est-ce qu'il aurait eu envie d'adhérer à quoi que ce soit? Parce que le problème de Rameau, c'est qu'il explique, et il a expliqué à la cour d'assises, la première fois j'ai été puni, alors le passé c'est le passé.
Et puis là, je vais être punie longtemps. David Rameau, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne se remet pas en question. Alors il a dit, ça a été ses derniers mots à la cour d'assises, je vais me soigner pour la société. Mais c'est la première fois qu'on l'entend en 3 ans et demi d'instruction. Donc est-ce que si on avait imposé des soins à l'époque, David Rameau y aurait vraiment adhéré? J'en sais rien. Ouais, on ne sait pas. En tout cas, c'est ce que votre analyse, elle rejoint celle du médecin psychiatre, je l'ai dit, qui dit qu'il n'y avait pas de remise en question chez lui. Exactement. Après son premier crime. Frank Hanson, comment est-ce qu'il se comporte à ce procès, David Rameau? Est-ce qu'il parle beaucoup? Est-ce qu'on le voit beaucoup? Bien, oui, objectivement, oui, il parle beaucoup. Tout à l'heure, je disais qu'il a, dès le début, donné des détails sur cette agression. Là, sur ces fantasmes inavouables qu'il prenait, il reconnaît qu'il aurait dû se faire soigner, qu'il avait honte. La présidente lui dit, mais quand même, est-ce que finalement, c'est pas vous qui n'aviez pas envie de ne pas vous faire soigner? Il dit, oui, j'avais enfoui en moi ces problèmes. Et pour autant, il reconnaît qu'il avait des fantasmes, des pulsions. Il dit qu'il était comme une bête et qui regardait des pornos. Il dit clairement, ce qui m'intéressait, ce qui me fascinait, c'était la domination. Donc il assume, il explique un petit peu ses positions. Et puis au final, on se rend compte que s'il donne autant de détails, c'est que c'est dans sa personnalité, c'est son côté un petit peu cynique, sadique, de vouloir autant donner de détails et il a besoin de les mettre un petit peu sur la place publique. Hein, c'est ça. Est-ce que Franck, encore une pas en cause, ouais. Exactement. Est-ce que Frank Hanson, encore une question. Est-ce qu'il regarde la famille Six? Est-ce qu'il a un dialogue avec cette famille? Non, il n'y a pas de dialogue direct avec la famille. À un moment, il dit oui, je suis désolé d'avoir tué votre fille, mais c'était un moment où son père justement l'accuse, l'accable en lui disant t'aurais pu la laisser vivre. Et il dit oui, je suis désolé, j'ai honte d'être ton fils. Et il dit j'ai honte d'avoir tué votre fille, mais il n'y a pas eu d'échange direct, il n'y a pas eu d'excuse vraiment directe à la famille durant toute cette audience, même à la fin quand il a dit j'accepte de me faire soigner. Et voilà, il n'y a pas eu d'excuses ou de pardon adressé à la famille. Bon, en même temps. David Rameau va répéter qu'il acceptera la peine à laquelle il s'expose, à savoir la perpétuité. Ses proches souhaitent qu'il passe le reste de sa vie en prison. Eux-mêmes doutent qu'il puisse contrôler ses pulsions. Pendant les 4 jours du procès Rameau, le père d'Angélique, malade du cœur, va être victime de 2 malaises. La mère de l'adolescente ne va cesser de serrer contre elle la photo encadrée de sa fille. Ils n'ont jamais appelé à la vengeance. Je vous demande simplement de prendre la mesure de l'horreur et de l'atrocité. La famille vous demande qu'Angélique soit la 5e et dernière victime de David Rameau, dit maître Audrey Jankelevitch, l'avocate de la famille Six. 4 jours de procès et un profil de l'accusé bien difficile à cerner, tout à la fois horrible criminel et père de famille lambda. J'ai 2 facettes, admet Rameau. Yves Crespin, partie civile, le pointe du doigt et demande « Qui êtes-vous, monsieur Rameau ? Un monsieur tout-le-monde ou une bête humaine ?» Maître Rodolphe Constantino, pour l'association Enfance et Partage, indique « Le sexopathe ne guérit jamais, il faut être clair ». Quand la présidente de la cour demande à l'accusé pourquoi il n'a pas tenté de se soigner, il répond qu'il savait très bien qu'il avait quelque chose en lui, mais qu'il avait honte. Vendredi 19 novembre 2021, David Rameau est condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. Avant le verdict, l'avocate générale s'était adressée au juré avec ces mots « L'accusé doit comprendre que la vie d'Angélique a un prix et qu'il est aujourd'hui totalement démasqué. » 25 ans après sa première condamnation, David Rameau retourne en prison. Il n'a pas fait appel de sa condamnation. Un petit soulagement, mais ça la ramènera jamais. Moi, j'aurais préféré 30 ans sans remise de peine, mais c'est 25 ans de sûreté, donc c'est une lourde peine et nous, on veut qu'il ne ressorte plus jamais, donc ça restera toujours la même perte. On essaie de continuer à vivre malgré tout, mais c'est pas facile tous les jours. Chez mes parents, il n'y a rien qu'à bouger. La chambre, elle est toujours pareille, il n'y a rien qu'à bouger. Et elle est chez moi, dans chaque pièce de ma maison. Oh, la colère, elle partira jamais. La colère qui ne partira jamais. C'est Anaïs, la sœur d'Angélique, on l'entend, qui était interrogée à l'époque par Frank Hanson pour RTL, évidemment. Maître Audrey Jankelevitch, il y a eu ce face-à-face pendant 4 jours entre l'accusé et la famille. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire, ne serait-ce que par le regard ?
On a eu, à mon avis, deux étapes. Au départ, David Rameau plutôt en retrait, mais qui avait un discours plaqué, répété. Et puis, au fil du temps, il s'est mis à les regarder, en réalité, et à regarder Anaïs, notamment, assez fixement. Je pense que ça a été une des épreuves les plus difficiles pour elle, parce qu'elle est tellement fière qu'elle ne voulait pas lâcher ce regard, mais qu'il était terriblement douloureux pour elle. Et puis, de le voir, lui, évoluer. Alors, il n'a rien épargné des détails, rien épargné de son caractère sordide. Et pour les parents, c'est difficile à entendre aussi, de se dire qu'Angélique a vécu ses derniers instants avec cet homme-là. Cette peine qui est prononcée, une peine de sûreté, surtout la perpétuité certes, mais une peine de sûreté de 25 ans, oui. C'est quelque chose qui vous a conforté. Vous étiez, entre guillemets, satisfaite de cette peine? Oui, en tout cas, la famille était soulagée, parce qu'en plus, la cour d'assises a dit qu'à l'issue de cette sûreté, sa situation serait réexaminée pour une éventuelle rétention de sûreté. Ce qui, en pratique, veut dire que si David Rameau n'évolue pas, il ne sortira jamais. Ça serait une perpétuité réelle. Exactement, et c'est ce que la famille espérait, attendait. Maître Éric Demey, avocat de David Rameau, quelle a été la réaction de votre client à l'annonce du verdict? Évidemment, vous allez me dire, il s'y attendait, mais est-ce qu'il vous en a parlé après? Oui, c'était un soulagement. Il était soulagé que le procès se termine, il était soulagé de connaître sa peine. Et voilà. C'est d'ailleurs le seul moment où il a eu un mouvement, puisqu'il m'a pris dans ses bras à ce moment-là, et depuis 3 ans et demi que je le connais, que je vais le voir régulièrement, il n'a jamais eu aucun signe d'émotion particulière, sauf à ce moment-là. Ah, vous sentiez que là, il y avait quelque chose qui se libérait en lui, si je puis dire, hein, si on peut le dire comme ça. Oui, c'est ça. Frank Hanson, à ce procès, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup d'émotions, beaucoup d'effroi aussi, je suppose. Tout le monde va dire c'était 4 jours d'horreur et tout le monde en est sorti, entre guillemets, c'est un peu trivial, mais lessivé. Oui, c'était éprouvant. Hein, on parlait beaucoup de la dignité de la famille d'Angélique. C'est vrai qu'elle était présente, elle était là. Et puis c'est toujours très émouvant, très dur des faits divers comme ça, des meurtres d'enfants évidemment. Moi je me souviens du témoignage de la grande sœur d'Anaïs à la barre qui racontait sa vie, ses échanges voilà avec sa petite sœur. C'était vraiment très très émouvant, et puis de la voir face à cet homme, cet agresseur qui a vraiment laissé voilà, qui a caché son jeu pendant toute toutes ces années, qui finalement est resté pendant 20 ans sans rien laisser transparaître. Et puis même avec sa femme, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais même à sa femme, il parlait des faits divers, il était passionné de faits divers, il parlait de certaines affaires, notamment l'affaire d'autres faits divers, où il disait ces gens-là, en parlant des criminels, il faut les tuer, il faut les tuer. Oui, ils méritent la peine de mort. Oui, voilà, mais c'est souvent le cas avec les criminels, les grands criminels qui demandent la peine de mort pour les autres. Le dernier mot, Audrey Jankelevitch, avocate de la famille d'Angélique Six. Très court, la famille, dans quel état elle est aujourd'hui après cette épreuve? Épuisée. Épuisée, soulagée, fière d'être allée au bout du combat, mais épuisée. Merci beaucoup, maître Audrey Jankelevitch, maître Éric Demey et puis Frank Hanson, bureau RTL de Lille, d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation et Boris Pirédu qui était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.